Ma question, ça parle sur les chiffres. Il y a, comme vous dites, pas tellement. Le nombre de gens dans les bidonvilles tourne autour de 18 000, et ça, c'est déjà comme ça 10 ans. Moi, je me demande, il y a bien sûr certains d'entre eux qui arrivent à trouver un boulot ou s'insérer. Donc, en fait, il y a continuellement de nouveaux qui arrivent. Et ils arrivent avec la même vitesse que ceux qui sont là et que savent s'en sortir, ils s'en sortent. Et comme ça reste plus ou moins à 17 000. Est-ce qu'il y a des chiffres pour le total, pour dire eux qui étaient dans les bidonvilles mais qui ont trouvé autre, ou un pourcentage qu'on peut dire après 10 ans qu'ils sont arrivés, 3% s'est pu sauver ou 50%? Est-ce qu'on sait quelque chose de ça? En tout cas, moi non, mais je crois qu'en fait, justement, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on ne voit que ce qui est perçu comme un problème. Donc, ceux qui sont dans des bidonvilles. Et si on ne voit que les bidonvilles, eh ben, ceux qui en sortent, on n'en parle pas. Donc, je ne crois pas qu'il existe de chiffres là-dessus. Encore une fois, nous vous l'avons dit, hein, nous ne sommes pas des spécialistes des populations roms, mais on a parlé avec des gens qui sont spécialistes. Je ne crois vraiment pas que cette information existe. Mais vous avez, par ailleurs, c'est vrai que c'est un des enjeux, c'est que le fait que ce soit invisible rend impensable. Quand Manuel Valls dit que leur intégration est impossible, eh bien forcément, ça vient du fait que quand il y a intégration, c'est-à-dire des gens qui ont un boulot, etc., ça devient invisible. Il se trouve qu'il y a une cinéaste ou idéaste qui a fait un film, Caravane 55, il y a plus de 10 ans, et qui s'apprête à faire un deuxième film sur le même sujet. Donc c'est Valérie Miteau avec, j'ai oublié le nom. Oui, Pitoun. Et c'est intéressant parce que là, c'est l'exemple de quelqu'un qui est resté, qui a un boulot, etc. Donc, je crois que c'est un des enjeux d'un film comme celui-là, ce sera de faire qu'on puisse se représenter que les gens ne sont pas éternellement dans des bidonvilles. Et ce qu'on a vu, et pardon, je vous donne la parole tout de suite, hein, mais ce qu'on a vu, par exemple, j'ai eu l'occasion d'intervenir autour de ce livre à Nanterre. Et à Nanterre, un des enjeux, c'est que quand on dit bidonville, eh bien, il y a une histoire du bidonville. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est ça qui est un peu occulté quand on dit camp ou campement. Quand on dit camp ou campement, on se représente premièrement des nomades, ceux qui ne sont pas, et deuxièmement, on oublie une histoire qui est celle des bidonvilles, c'est-à-dire l'histoire d'une politique de la ville qui est une politique d'exclusion, mais aussi la possibilité d'en sortir. Oui, mais effectivement, pour aller dans le même sens, on n'est pas dans un chiffre où c'est en train de grossir. C'est ça qui est très frappant. Alors qu'on nous a dit qu'avec l'effondrement du mur, que tout le monde allait venir, etc. Manifestement, c'est pas, on n'est pas, il y a beaucoup. Oui, où effectivement, depuis le 1er janvier 2014, la fin des mesures transitoires, etc., il n'y a pas d'afflux. Alors, on les comprend. Vu tout ce qu'on vient de décrire, et les Roms ne l'ignorent pas. C'est-à-dire qu'ils savent bien comment ils vont être traités. Et c'est pour ça qu'il peut effectivement y en avoir plus dans certains pays. Bonsoir. Alors, je m'appelle Penda Traoré. Je suis désolée, je vais faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire dans un débat. Je vais un peu sortir du sujet parce que je ne connaissais pas le sujet de la rencontre de ce soir. Et en fait, je ne suis venu que par votre nom, en fait, Eric Fassa, parce que je fais partie du collectif Contre Exhibit B, qui est un collectif donc, qui s'est dressé pour s'insurger face à une installation théâtrale, et vous avez écrit un éditorial là-dessus, donc c'est pour ça que je suis venu. Je pensais que c'était le sujet, donc c'est pas le sujet. Désolé. Mais c'est pas grave. Mais ça n'est pas sans rapport. C'est pas sans rapport, justement. C'est pour ça que je trouve que votre introduction était vraiment saisissante parce que j'ai trouvé ça très très éclairant et un petit peu explicatif par rapport à ce qu'on a ressenti et par rapport à ce qu'on vit en ce moment avec cette installation. Donc du coup, bon, je vais pas rester très longtemps parce que c'est le dernier soir d'Exhibit B et on manifeste et je vais donc retourner à la manifestation. Mais déjà, je voulais vous remercier pour cette explication et cette présentation du concept de race, qui est le traitement en fait fait à autrui.
Voilà. Maintenant, je trouve que c'est très, très compréhensible. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que je reviens donc sur les Roms. Et je viens de Marseille, qui est une ville particulière. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, un de ces sujets qu'on fait maintenant souvent à la télévision, où on voit des riverains mettre le feu à un campement de gens qui avaient été... Enfin, on avait demandé qu'ils soient expulsés. Ils n'ont pas été expulsés. Donc, c'est les voisins qui décident qu'il faut enlever tout ça, donc ils mettent le feu, vraiment, et qui brûlent tout. Et ces gens-là se trouvaient, alors moi qui suis né à Marseille, qui viens de Marseille, j'ai bien vu que ces gens-là étaient plutôt des gens d'origine maghrébine, des gens comme moi, immigrés et autres. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que parfois, est-ce que ça arrive souvent que des Roms soient dans des endroits où se trouvent déjà des plus anciens immigrants, comme les Maghrébins ou les Africains comme moi. Et est-ce que du coup, il n'y a pas une espèce de menace, mais qui n'est pas liée aux Roms du tout, mais qui est liée au fait qu'on y a un amalgame et qu'en fait, on se retrouve un petit peu avec plus pauvres que soi, un petit peu comme à Marseille, quand les Italiens ont vu arriver d'autres migrants, ou enfin voilà, il y a toujours des migrations successives. Et du coup, on se dit, mais peut-être que si ces Roms s'étaient installés au Bois de Boulogne, ou s'étaient installés dans le 16e arrondissement, ou s'étaient installés, je ne sais où, dans des endroits beaucoup plus cotés, peut-être que ça se serait passé autrement. Mais c'est le fait d'ajouter la misère à la misère, est-ce que, ou alors enfin, un semblant de misère, est-ce que c'est pas ça qui aussi peut-être susciter de la colère, quoi? Pour répondre là-dessus, je propose qu'on réponde en deux temps. Bon, je réponds tout pour des raisons de micro. Vous voyez les effets de la domination masculine. Sur le... Enfin, dans le livre, on en parle, et en particulier, donc Aurélie avait regardé, donc c'est pour ça que je lui proposais de parler, mais comme le micro est là, voilà. Bon. À Marseille, effectivement, ce qui est frappant, c'est premièrement, comme le rappelait à l'instant Aurélie, les Roms qui étaient là venaient tout juste d'arriver. Ils étaient là depuis 4 jours, quand les gens étaient exaspérés au point de les chasser. Ensuite, la question de qui les chasse, à chaque fois, est un problème. Oui, pardon. Mais une des choses, moi, qui m'ont frappé aussi à Marseille, c'est que les gens qui ont mis le feu ne se sont pas cachés du tout, puisqu'ils ont répondu à des questions dans les médias. Vous pouvez encore trouver les vidéos. Autrement dit, à juste titre, ils savaient qu'ils ne risquaient rien. On en a eu un exemple récemment à Pierrefitte. À Pierrefitte, vous vous en souvenez peut-être, en juin, et ça va répondre, enfin, en tout cas, ça veut répondre à la question que vous soulevez. En juin, ce qu'on a vu, c'est le lynchage d'un adolescent qui était lui aussi arrivé depuis peu de temps, depuis 2-3 semaines, et qui venait d'un hôpital psychiatrique. Il avait rejoint sa famille, mais il venait de Roumanie. Et ce garçon a été lynché. Alors, ce qu'on a appris, c'est par la police ensuite, c'est qu'apparemment, je simplifie un tout petit peu, mais qu'apparemment, ceux qui ont lynché étaient noirs. C'est pour ça que ça fait écho à la question que vous soulevez. Alors, les informations données par le journal Libération, c'était pas « ils sont noirs », mais « ils sont d'origine africaine ». Et je ne sais pas comment ça se voit sur le visage, si ce n'est en disant qu'ils sont noirs. Par moments, on disait qu'ils étaient africains, ce qui veut bien dire qu'en fait, on ne savait pas trop, c'est juste qu'on avait remarqué qu'ils étaient noirs. Et ce qui est très remarquable dans cette affaire, et ça va peut-être dans le sens de ce que vous souleviez comme question, c'est que on aurait pu imaginer que des gens se feraient arrêter. Parce que c'est assez facile, puisqu'on sait le point de départ de l'affaire, qu'il y a beaucoup de témoignages, c'est pas très compliqué de savoir qui a fait le coup. Or, pas une seule personne n'a été mise en examen, mais aussi, à ma connaissance, pas une seule personne en garde à vue. Si vous écoutez ce que dit le journal Libération, c'est juste des pauvres qui s'entretuent. Ce qui n'est pas entièrement faux. Simplement, il est inhabituel que la police et la justice soient aussi indulgentes vis-à-vis des populations noires en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas toujours un tel souci de respecter les droits et à tout hasard la présomption d'innocence, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, comment se fait-il que là, ce soit le cas ? Eh bien,
Pour ma part, ce que j'avais essayé de suggérer dans une tribune que j'avais écrite dans Libération, c'est que ça avait à voir avec la politique qui est menée. Pourquoi? Parce que ce lynchage, il a eu lieu un vendredi. L'information n'a été rendue publique que le lundi. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, tous les Roms sont partis. Autrement dit, on a obtenu le même résultat qu'à Marseille et qu'ailleurs, c'est-à-dire on les fait partir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La justice a mis 3 semaines avant d'ouvrir une information judiciaire. 3 semaines. Vous reconnaîtrez que ce ne sont pas les meilleures conditions si vous voulez trouver qui est coupable. Donc, comment se fait-il que dans ce cas-là, pour une fois, on cherche à épargner ces criminels? Eh bien, c'est parce qu'ils font un travail que, manifestement, beaucoup de gens trouvent utile. C'est-à-dire, ils débarrassent la commune des Roms. Donc, je crois qu'un des enjeux, c'est qu'aujourd'hui, et nous le racontons par exemple dans le livre, le témoignage d'un homme marocain, donc pour être dans une autre catégorie d'immigration, parce qu'il n'y a pas, bien entendu, de monopole des Noirs, hein, c'est pas ça la question. Un Marocain qui dit « Oui, mais enfin quand même, les Roms, nous au Maroc, c'est jamais comme ça, on n'est pas sales comme ça. » Autrement dit, c'est une manière de se sentir du bon côté. C'est une manière de se dire vraiment, je sais bien que je suis stigmatisé en tant que noir, en tant qu'arabe, en tant que etc. Enfin, quand même, nous, vous pouvez pas dire, on n'est quand même pas comme ça. Et c'est à ça que servent en ce moment les Roms en France. Ça sert pour tout le monde, y compris pour des populations qui sont elles-mêmes victimes de racisme. Et effectivement, les Marseillais des quartiers nord ne sont pas tous blancs. Non, mais ils sont souvent stigmatisés. Et là, pour une fois... Donc la création du préjugé va très très loin. Ah bah, notre sentiment, hein, c'est que ce qui se passe actuellement, ça rend possible des pogroms. C'est-à-dire qu'un pogrom, c'est quoi? Bah, c'est des gens qui vont se déchaîner sur une population en sachant qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques. Si vous pouvez témoigner devant des caméras, encore une fois, vous trouvez, pour Marseille, vous cherchez la vidéo, vous la trouvez encore, des gens qui disent « Ah bah oui, on les a chassés, etc. » Bon. Si jamais personne n'est arrêté, je vais juste prendre un dernier exemple sur à République. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un type qui jetait des produits sur les matelas. Il a été arrêté. Il a été relaxé. Autrement dit, un type qui jette des produits corrosifs sur des personnes et des matelas dans la rue, en disant « je nettoie devant chez moi », eh bien, il ne risque rien. Or là, pour mémoire, c'était un bobo. C'était pas le peuple, etc., puisque c'était un type qui possédait un bel appartement à République et qui avait fait des belles études et qui avait eu un bon travail. Donc là, c'est un peu l'inverse. Hein. Ce n'est pas les prolétaires d'origine étrangère, c'est le français de souche de classe bourgeoise. Pardon ? Au moins, ça les unit. Voilà. Et ça permet de dire tous ces gens sont du bon côté par rapport au moins aux Roms. Les Roms nous servent à ça. Donc j'ai appris qu'au moins 2 fois dans l'année, les mêmes personnes ont leur camp détruit, les quelques objets art qu'ils ont été dévastés. Je voudrais savoir comment ils arrivent quand même à survivre. Est-ce qu'il y a de la solidarité? Bon, je ne sais pas comment ça... Souvent, quand je les vois dans le métro ou au bord du trottoir, je me dis, mais comment ils arrivent à survivre? Comment ils arrivent à émerger? Voilà, c'est la question qui est toute simple. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on on parle vraiment de survie dans ces cas-là. Mais là-dessus, c'est intéressant parce qu'on n'arrête pas de dire les Roms, c'est des nomades, c'est dans leur culture et tout. Sauf qu'on voit que quand il y a un démantèlement de bidonville, tout reste sur place. Parce que moi, toutes les caravanes, 80% des caravanes que j'ai vues, elles n'ont pas de roues. Donc, ils ne sont pas nomades du tout. Ils sont poussés au nomadisme, mais ils aspirent à la sédentarité, en fait. Et quand ils se retrouvent sans rien, ils font comme ils peuvent, quoi. Il y a une vraie solidarité entre les migrants roumains, bulgares qui s'entraident. Après, se dispatchent dans d'autres bidonvilles. Et puis, il y a aussi les militants qui aident beaucoup, les associations. Par exemple, justement, à Marseille, dans le bidonville qui a été détruit depuis, mais
moi, on est allé discuter du livre à Marseille et tout. Et donc, on nous racontait que le samedi, dans le bidonville, c'était couscous, parce qu'il y avait l'association des femmes musulmanes qui venait en aide aux Roms. Enfin, il y a une vraie solidarité vraiment partout, mais dont on parle pas. Enfin, parce qu'on parle justement que de ces riverains en colère et de ces gens exaspérés. Mais en fait, non, il y a plein de gens qui... Enfin, il y a une vraie solidarité entre les gens, quoi. Donc, mais effectivement, c'est vraiment de la survie. Ils mettent vraiment beaucoup de temps à pouvoir retrouver une cabane, une caravane sans roue. Enfin, une fois qu'ils sont expulsés, c'est un vrai drame, et notamment pour l'école aussi, parce que tous les enfants qui sont scolarisés dans les bidonvilles, parfois ils se retrouvent à 50, 80 km de leur école, et les parents font encore tout ce qu'ils peuvent pour essayer de les amener à l'école tous les jours, mais après ça devient intenable, quoi. Donc, j'ajoute. C'est pas mal comme système. J'ajoute juste un élément là-dessus. Une des caractéristiques, me semble-t-il, des migrations roms, c'est que ce sont des migrations familiales. C'est-à-dire que très souvent, les migrations, ça va être les hommes qui partent devant, ou bien à l'inverse, les femmes qui partent en laissant les enfants. Enfin, il y a plusieurs cas de figure, mais il est relativement inhabituel que l'immigration se fasse par famille. Là, une des raisons, c'est bien sûr qu'ils sont européens, donc ils ont le droit d'être là. Mais du coup, la solidarité familiale, je pense, protège beaucoup les gens. Je ne dis pas que ça suffise, bien entendu, mais c'est pas la même chose que d'être tout seul. Et ce sont des familles de 7, 8, 10, 15 personnes, etc. Donc, ça compte. J'avais une question ici. Oui, enfin, j'avais même plusieurs questions. Je voulais savoir si les politiques étaient menées à l'égard des migrants, notamment des centres de rétention, par exemple, étaient aussi des politiques de la race ou pas. Alors, dans vos interventions, vous ouvrez pas beaucoup, enfin, vous dénoncez beaucoup de choses, vous faites des analyses qui sont très intéressantes. En même temps, vous ouvrez pas beaucoup de perspectives en termes d'alternatives politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan politique? Qu'est-ce qui est fait ailleurs en Europe, qui permet effectivement l'égalité des droits pour les Roms, si cette égalité existe. Voilà. Donc voilà. Je réponds juste sur ce qui se fait ailleurs, parce que c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Et on voit que quand il y a des vraies volontés politiques d'œuvrer à l'intégration des Roms, ça marche, quoi. Par exemple, en Espagne, en 2010, ils ont lancé un vaste plan pour l'intégration des Roms, doté de 100 millions d'euros, qui sont les fameux fonds de l'Union européenne dont on nous dit oui, il y a des fonds pour l'intégration des Roms, personne ne les utilise. L'Espagne les a utilisés pour ça. Donc c'était un plan basé sur 4 piliers, je crois. La scolarisation des enfants, le droit des femmes, le logement et la santé. Et il y a des vrais résultats. Il y a très peu de Roms en Espagne qui vivent dans les conditions dans lesquelles vivent les Roms en France. La plupart vivent dans des logements en dur, même si c'est pas encore l'idéal, mais au moins ils ont un toit. Un chiffre, justement, qui parle beaucoup, qui montre que les politiques menées dans les pays ont un vrai impact sur la vie quotidienne des Roms, c'est le nombre de Roms qui ont accès à des toilettes correctes. Donc en Roumanie, c'est 20%. En Italie, c'est 52%. C'est à peu près la même chose en France. Et en Espagne, c'est 95% des Roms qui ont accès à des toilettes correctes. Donc ça peut paraître un chiffre... un exemple étrange, mais non, c'est un vrai curseur de comment ils vivent au quotidien, quoi. Donc, et puis, il y a eu d'autres plans. En Finlande, ils ont fait un plan pour la scolarisation des enfants. En 3 ans, le taux de scolarisation des enfants roms est passé de 5% à 60%. Donc, quand il y a des vraies volontés politiques, il y a des résultats. Et puis après, les Roms travaillent, intègrent le logement diffus. Ils restent pas, ils stagnent pas dans les situations comme ils sont ici. Je voulais juste compléter ma question. Quelle différence faites-vous entre l'essentialisation d'une population et sa racialisation ?
Alors, donc il y a plusieurs questions. La première, c'est la comparaison avec le traitement d'autres étrangers. Bien sûr, il y a des rapports. Par exemple, on peut penser que la manière dont est gérée la jungle de Calais, ça n'est pas sans rapport. Donc, il y a des rapports. En même temps, ce que nous essayons de souligner, c'est qu'il y a une spécificité de ce qui se passe autour des populations roms aujourd'hui. Ça n'est pas pour dire qu'on traite bien les Africains. Il ne nous a pas échappé que ce n'était pas le cas. Et entre autres, tous les quatre co-auteurs, nous avons travaillé sur les politiques d'immigration et nous sommes venus à la question rome, mais à partir des politiques d'immigration en France en particulier. Donc, c'est pas la même chose. Pourquoi ? Paradoxalement, parce que les Roms sont européens. C'est-à-dire, s'ils n'étaient pas européens, on les traiterait aussi mal que des Africains. On les expulserait, etc. Le problème, c'est qu'ils ont des droits. Et comme ils ont des droits, qu'est-ce qu'on fait pour les empêcher de s'installer ? D'abord, on est obligé de ne pas respecter le droit. Et ensuite, en pratique, tous les jours, qu'est-ce qu'on fait ? On leur rend la vie invivable. Nous, c'est ça que nous essayons de décrire. Pour qu'ils partent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on finisse par dire, c'est ce que dit par exemple Gérard Collomb, le maire PS de Lyon, après un incendie qui coûte la vie à 3 personnes roms. Son commentaire, que nous citons et qui pour moi est emblématique, il dit, quand même, il ferait mieux de rentrer vivre chez eux plutôt que de venir mourir ici. Lorsqu'il dit cela, il dit le fond de cette politique. C'est une politique que nous qualifions dans le livre d'auto-expulsion. C'est quoi l'auto-expulsion ? C'est ce qui a été proposé par les républicains aux États-Unis, c'est-à-dire par la droite républicaine, qui dit le meilleur moyen de faire partir les immigrés en situation irrégulière, c'est de couper tous les droits, comme par exemple l'inscription à l'école, comme par exemple le recours à la santé, etc. Si on leur rend la vie invivable, ils finiront par se dire qu'il ferait mieux de partir. C'est très clairement la politique qui est mise en place aujourd'hui. Puisqu'on n'a pas le droit de s'en débarrasser, eh bien, il suffit de les traiter suffisamment mal pour que librement ils choisissent de partir. Le problème, c'est que comme ils viennent de conditions souvent très difficiles, on est obligé de monter la barre très haut. C'est-à-dire de leur rendre la vie vraiment invivable. Et c'est là que c'est une politique de la race. Parce que s'il s'agissait juste de traiter les gens un peu mal, mais comme il s'agit de les traiter très mal, c'est quelque chose qui est normalement inacceptable. Et donc, pour arriver à faire ça, il faut bien se dire, ils sont d'une nature différente de moi. Sinon, je ne pourrais pas leur faire ça. Donc, ça radicalise en quelque sorte la différence de traitement qu'il y a déjà à l'égard des autres migrants, précisément parce qu'ils sont européens. Alors, vous dites, politiquement, on fait comment ? Enfin, donc, par rapport à la racialisation, c'est pas tant l'essentialisation, parce que ça, ce serait purement intellectuel. Ce serait juste qu'on se dit, ils sont différents. Mais c'est la possibilité de les traiter différemment. C'est vraiment le mot sur lequel on insiste, c'est le traitement. Si vous voulez, l'argument de Sartre sur l'antisémitisme, c'est que c'est l'antisémite qui fait le juif. À certains égards, c'est le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on produit de l'altérité. Mais donc le traitement, c'est ce qu'on leur fait. C'est pas simplement comment on se les représente. C'est pas parce que les gens sont racistes qu'ils traitent mal les Roms. C'est parce qu'on traite mal les Roms qu'on est bien obligé de se dire qu'ils sont d'une nature différente de nous. Ça inverse, si vous voulez, la logique. C'est pas qu'il y a des préjugés et que les politiques seraient les conséquences des préjugés, c'est que les politiques produisent ces préjugés. Donc on renverse la perspective. Et quand vous posez la question, politiquement, effectivement, on a bien conscience que ce qu'on raconte n'est pas entièrement joyeux. Mais politiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas très compliqué. 2 choses. Premièrement, si on traitait les gens normalement, eh bien, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire que si on ramasse les poubelles, c'est pas sale. C'est pas très compliqué comme raisonnement, mais enfin, lorsqu'on nous dit mais comment on peut faire face à ces gens ? Ça veut dire qu'on a oublié qu'il suffisait, par exemple, de faire ce que l'État est censé faire, c'est-à-dire s'assurer que des enfants qui sont sur le territoire français soient inscrits à l'école. C'est un traitement normal. Donc, en fait, il ne faudrait pas croire que c'est particulièrement compliqué. Si l'État français n'est pas capable de gérer 18 000 pauvres, effectivement,
comme le fait souvent remarquer Serge Guichard, on comprend qu'il aura du mal à en gérer 2-3 millions et que dans une société où il y a de plus en plus de pauvres, ça sert en quelque sorte de rappel à tout le monde, n'attendez rien.